Bonjour. Dans cette séance, nous allons voir la deuxième partie du cours Consolidation des sols fins et calcul de tassement. Donc, cette partie fait suite à la précédente, dans laquelle nous avons vu une introduction concernant le tassement des sols, l'origine, et également nous avons exposé la théorie de consolidation unidimensionnelle de Terzaghi et la détermination des paramètres du sol relatifs à l'essai eudométrique. Donc nous allons voir dans cette partie les calculs du tassement, les composantes du tassement. Nous allons focaliser sur le tassement de consolidation primaire qu'on appelle à long terme, également le tassement instantané ou à court terme. Nous allons exposer le calcul du tassement par la méthode pressiométrique et en dernier lieu, on évoquera l'application pratique, notamment en ce qui concerne l'accélération de la consolidation, puis la conclusion. Donc, nous allons revenir sur le dernier transparent de la première partie, dans lequel on illustre comment le tassement du sol peut se produire en fonction du type de sol. Donc, comme on l'a dit, par exemple, s'il s'agit d'un sol grenu, tel que le gravier, la couleur bleue correspond à l'eau, c'est-à-dire il est saturé, il y a toujours une issue de drainage. Donc on voit très bien que pour un sol grenu, nous avons dit que le tassement, il est non significatif, il est faible, et il a lieu très rapidement, il se stabilise. Lorsque le sol devient un peu plus fin, un sol limoneux par exemple, saturé, on voit très bien que le tassement, il est plus important, comparé au premier cas, mais le tassement final ne se stabilise qu'après un certain temps. Alors que si nous prenons le cas d'un sol argileux saturé, on voit très bien que le tassement est davantage important, il est beaucoup plus important, et que le temps de stabilisation il devient beaucoup plus important, ce qui correspond à T100%. Alors, en dernier lieu, le même cas, mais lorsque le sol argileux n'est pas totalement saturé, c'est-à-dire qu'il y a des vides remplis d'air. On voit très bien que le tassement est davantage important. Donc tout ceci pour rappeler que le tassement dépend bien sûr du type de sol et de son état de saturation, notamment. Donc, pour commencer avec les calculs du tassement, d'une manière générale, on peut dire que le tassement est la somme de trois termes. Un tassement immédiat ou initial, ou instantané, SI, plus un tassement de consolidation SC, la consolidation primaire, et un tassement de consolidation secondaire ou de fluage. Bon, pour le tassement immédiat, si le sol n'est pas saturé, c'est la compression de l'air existant dans le sol. Si le sol fin saturé, avant la consolidation du sol, c'est-à-dire sans évacuation de l'eau interstitielle, il y a un léger tassement. C'est une déformation du sol à volume constant en ce qui concerne ce tassement. Donc, pour le tassement de consolidation, nous avons bien parlé de cela dans la première partie. Et le tassement de fluage également, il est considéré pour certains types de sols et il y a une méthode de calcul appropriée. Mais dans ce cours, on ne focalise pas sur cette composante du tassement. Donc, pour le tassement immédiat, si nous prenons un sol quelconque, saturé ou non, on peut le déterminer par la théorie de l'élasticité grâce à une formule de Boussinesq. Bon, c'est-à-dire, dans ce cas-là, il faut estimer un module d'élasticité non drainé, puisque c'est à court terme. Et ce module d'ion non drainé, on peut le déterminer à partir d'un essai non drainé tel que la compression simple, ou par exemple la parité axiale, mais également à partir d'essais in situ, le pressiomètre, grâce à une détermination directe, ou d'autres essais de résistance, mais en utilisant des corrélations. De toutes les manières, c'est-à-dire le phénomène de consolidation, disons, il est absent, disons, pour ce tassement immédiat. Pratiquement, il n'existe pas la consolidation parce qu'elle nécessite un certain temps. Donc maintenant, on va commencer la partie la plus importante de ce chapitre, c'est comment on calcule le tassement de consolidation primaire par la méthode eudométrique. Donc, cette méthode-là, elle nécessite des conditions à remplir. Il faut que le sol fin soit saturé et que les conditions de chargement soient proches de l'essai hygrométrique, c'est-à-dire il faut que la déformation horizontale soit négligeable,
c'est le cas de l'odomètre. Donc, si nous considérons le premier cas de figure que vous voyez ici, si on veut calculer le tassement de ce remblai, de hauteur HR sur cette couche de sol H, bon, c'est-à-dire, on peut dire que la déformation horizontale est négligée, notamment dans l'axe du remblai, parce que l'épaisseur de la couche est petite par rapport à la dimension chargée qui n'est pas très loin de B. Donc ça veut dire que ici, comme l'illustre ce petit schéma, vous avez sigma z, la contrainte au point M due à l'action du remblai, et sigma x, mais pratiquement il n'y a pas de déplacement horizontal ou déformation. Alors que dans le deuxième cas, on voit très bien si le sol il est saturé, mais l'épaisseur de la couche est relativement importante par rapport à B, la largeur de la fondation, il y va y avoir une déformation, un déplacement horizontal, qui n'a pas lieu dans l'odomètre. C'est-à-dire il faut calculer, il faut corriger le tassement de la méthode odométrique d'une certaine manière pour tenir compte du déplacement horizontal. Donc pour revenir au calcul par la méthode odométrique de ce tassement de consolidation, donc le tassement il est calculé au milieu de la couche. Bien sûr, on sait très bien que ce tassement correspond à une variation de l'indice des vides. Donc on peut très bien, dans les conditions de l'odomètre, écrire que la variation de volume sur le volume initial correspond à celle de son épaisseur par rapport à l'épaisseur initiale, d'où on peut écrire cette équation-là. En revenant un peu à la définition des paramètres physiques, on peut écrire que V c'est Vs fois 1 plus E, l'indice des vides. Donc d'où la variation du volume, c'est-à-dire celle des vides, c'est Vs delta E. Donc ce schéma illustre bien ce qu'on est en train de dire ici, parce que la section S est constante, on peut dire que S égale à 1, et on voit très bien que la variation de la hauteur ou de l'épaisseur de l'échantillon correspond pratiquement à celle de l'indice des vides. Donc initialement, on a une valeur initiale E0. Au fur et à mesure que le tassement se produise, l'indice des vides va diminuer alors que Vs reste constant. Donc, partant de cette première étape-là, nous allons bien sûr aller vers la courbe odométrique. Pourquoi? Parce que nous allons, par exemple, dans le cas du sol surconsolidé, dans le cas où la contrainte de préconsolidation est supérieure à celle de la contrainte effective, c'est le cas, comme vous voyez ici. Donc ça veut dire que le tassement correspondant à la variation totale de l'indice des vides de E0 à E1, elle va être la somme de deux termes, c'est-à-dire E0 à EC. Celle-ci se fait avec l'indice de gonflement CS, et l'autre, à partir de EC vers E1, il se fait avec l'indice de compression CC. C'est-à-dire, dans chaque cas, nous allons écrire la pente de la courbe en question. Et si delta E va être CS fois log de sigma C sur sigma prime 0. Et pour la deuxième, ça va être CC log de sigma prime 0 plus delta sigma sur sigma prime C. Ce qu'on retrouve ici. C'est-à-dire la variation de l'indice des vides d'un sol surconsolidé et la somme de ces deux termes bien matérialisée ici. Mais sachant très bien que CS est en général très petit, de l'ordre du dixième par rapport à CC, donc on peut négliger la partie relative à CS. Donc, d'où la variation de l'indice des vides, et bien E1 moins E0, qui est égal CC log de sigma prime 0 plus delta sigma sur sigma prime C. Mais nous allons revenir à delta H égale H0 delta E sur 1 plus E0 et remplacer delta E par cette équation-ci. De ce fait, le tassement, par la méthode odométrique d'une couche de sol d'épaisseur H0, ayant un indice des vides E0, au milieu de laquelle sigma prime 0 est la contrainte due au poids des terres, bien sûr effective, plus l'excès de contrainte calculé à cette épaisseur de couche, avec la valeur de sigma prime C. Voilà comment on calcule le tassement. Donc, maintenant, nous avons vu comment on calcule le tassement de consolidation primaire d'une couche d'épaisseur H0. Donc, si nous considérons le cas d'un sol normalement consolidé, c'est-à-dire sigma prime C égale sigma prime 0, donc on voit très bien que nous n'allons considérer pratiquement que cette partie-là. Nous savons très bien qu'avant E0, c'est-à-dire pratiquement il n'y a pas de tassement. Ce tassement il est lié un peu, soi-disant, à l'élasticité de l'échantillon pour revenir à la contrainte sigma prime 0. Donc, par la même méthode, nous allons écrire delta E. D'accord? Donc ici, on doit l'écrire plutôt avec sigma prime 0. D'accord? Et le tassement, il est calculé par cette formule. Enfin, la formule
tout simplement, elle ressemble à celle du sol surconsolidé, mais on a remplacé sigma prime 0 par sigma prime 0. Donc, il faut préciser par cette méthode métrique, si nous avons plusieurs couches de sol compressible ou une couche trop épaisse, il faut la subdiviser en plusieurs sous-couches d'épaisseur, disons, inférieure ou égale à 5 mètres, selon le cas. Mais pour des calculs précis, on peut considérer même l'épaisseur plus petite. De ce fait, le tassement de consolidation totale, c'est la sommation des tassements élémentaires. Donc, on écrit tout simplement que le tassement de consolidation primaire S total, c'est la somme des tassements de chacune des couches ou des sous-couches pour lesquelles nous avons une épaisseur initiale H0 et un indice de vide initial de 0, et de même pour sigma prime 0 et delta sigma, et de même pour sigma prime C. Donc, on va passer au calcul du tassement par la théorie de l'élasticité linéaire. Donc, nous savons très bien qu'il y a une expression établie par Boussinesq qui correspond au cas d'une fondation circulaire rigide de diamètre B, reposant sur un sol supposé élastique homogène semi-infini. Donc, cette expression, elle est ici. Le tassement est égal à pi sur 4 fois P fois B, 1 plus nu au carré sur E. Donc, sachant que E, le module d'élasticité, égale au module de cisaillement fois 2 fois 1 plus nu, on peut modifier cette expression de cette manière. Donc, P, c'est la contrainte uniformément répartie sur la fondation. Nous rappelons que lorsqu'on calcule ce tassement, eh bien, il se produit à volume constant. Donc, il est provoqué par une distorsion du sol, et on doit utiliser des caractéristiques pratiquement non drainées, c'est-à-dire un milieu incompressible, pour lequel, par exemple, il faut mettre un coefficient de Poisson égal à 0,5. C'est le cas du milieu incompressible. Et le module, c'est le module non drainé. La même formule peut être déterminée pour calculer, on va dire, un tassement drainé, mais en utilisant des caractéristiques similaires à la contrainte effective, E' et nu'. Le cisaillement a lieu sans variation de volume. Ceci tout simplement parce que nous, d'après le postulat de Terzaghi, G est égal à G'. En termes de contrainte de cisaillement, les modules doivent être égaux, G, GU ou G'. Donc on peut utiliser le même module de déformation G pour le calcul du tassement immédiat et final. Et par différence, nous pouvons déduire ce qu'on appelle le tassement de consolidation entre les deux états, c'est-à-dire final et initial. Mais il s'agit toujours d'une approximation. Maintenant, on va considérer la méthode pressiométrique. Cette méthode, sa particularité, elle repose sur le résultat d'un essai in situ, en place, réalisé ce qu'on appelle le pressiomètre Ménard. Donc le principe et le mode opératoire sont résumés sur ce schéma-là, avec ces quelques explications. Donc c'est-à-dire, lorsqu'on fait un forage, et on fait descendre l'appareil de mesure en question à une certaine profondeur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons introduire l'appareil qui consiste en une sonde cylindrique, au fait composée de 3 parties. Une partie centrale ici, c'est la partie de mesure, et 2 parties, on va dire, aux extrémités, qui assurent les mêmes conditions aux limites que nous allons décrire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Grâce à ce système, ça s'appelle contrôleur pression-volume, en fait, nous pouvons envoyer de l'eau dans la sonde, tout le volume de la sonde, et cette eau va être soumise à une pression interne horizontale. C'est-à-dire, par l'intermédiaire de la sonde, bien sûr dilatable, il va y avoir une expansion latérale du sol. C'est ce qui est bien décrit par les flèches en bleu, comme ça. C'est-à-dire, au cours de l'essai, qu'est-ce qui va se passer? On va augmenter la pression dans la cellule, et au fur et à mesure, le volume va augmenter. Donc, les deux paramètres intéressants qu'on va mesurer, c'est la variation de la pression en fonction de la variation de volume. Bon, la particularité de cet essai, c'est qu'on le termine jusqu'à la rupture du sol. On va dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression atteint une valeur limite qui ne peut plus augmenter pratiquement, qui correspond à la rupture du sol. Donc, ça veut dire qu'en termes de résultats, nous allons tracer ce qu'on appelle la courbe pressiométrique. Alors, la courbe pressiométrique, on part d'un résultat obtenu sur le terrain pour un projet donné. Donc, la courbe pressiométrique, c'est bien cette courbe qui est en haut, c'est-à-dire là, nous avons le volume,
l'axe des volumes, et là, l'axe de la pression. Alors, lorsqu'on va augmenter le volume, il va bien sûr passer par un point qui correspond à ce qu'on appelle la P0. On va l'expliquer par la suite. Ça va augmenter d'une manière, on peut dire, quasi linéaire. Et à partir d'un certain point, la variation de volume va être un peu plus marquée jusqu'à atteindre une certaine valeur. Donc, ce qu'il faut dire, là il y a un deuxième exemple. Nous allons parler de la courbe qui est en bas tout à l'heure. Et on revient un peu à la courbe modèle pour expliquer ce qu'on a. Donc, le volume de la sonde peut partir du volume de la cavité. Donc, la valeur initiale du volume de la sonde, c'est le volume de la cavité cylindrique faite dans le sol. Lorsqu'on va augmenter le volume, il va bien sûr correspondre à une augmentation de pression. Cette pression P0, tout simplement, c'est la contrainte horizontale qui existait dans le sol avant de faire l'essai, en termes de pression totale. C'est-à-dire, l'augmentation du volume initial jusqu'à une certaine valeur, ici, correspond à P0, et pour laquelle on a P0. Et là, c'est la partie linéaire dont on a parlé ici. Et dans cette partie linéaire, elle va continuer jusqu'à un certain point correspondant à la pression qui s'appelle la pression de fluage. La pression de fluage, elle est déterminée à partir de cette courbe qui est là. D'accord? Donc, cette courbe, dont je ne vais pas donner le détail, sa particularité, c'est qu'elle a une pente légèrement faible. Par la suite, elle va avoir une pente très forte. À l'intersection de ces deux parties, on localise la pression de fluage. Et à partir de la pression de fluage, la pression va augmenter ainsi que le volume. Il est difficile de voir une valeur asymptotique claire sur la courbe. C'est pour cela qu'on recommande, selon bien sûr la norme, de dire si le volume initial, soi-disant le volume initial correspondant au P0 est doublé, nous avons atteint la pression limite à la rupture. C'est-à-dire que l'essai, il est contrôlé en termes de cette pression limite qui correspond au doublement de la valeur du volume P0. Donc, c'est-à-dire à partir de cet essai, on peut comprendre le comportement du sol situé autour de la sonde. On va dire que cette courbe sert pour déterminer le module de déformation pressiométrique EM grâce à celle de la détermination plutôt de GM, le module de cisaillement. Et puis, donc, nous allons voir comment on calcule le module pressiométrique. Sachant que la pression limite, nous avons dit qu'elle correspond exactement à cette valeur du doublement de volume initial de la sonde pour P0. Donc, pour venir au calcul par la méthode pressiométrique, en se basant sur l'équation de Lamé relative à l'expression radiale d'une cavité dans un milieu élastique, on peut établir que G, le module de cisaillement, égale à V fois delta P sur delta V. Donc V, c'est le volume et P, c'est la pression horizontale intérieure dans la cavité. Le rapport delta P sur delta V, c'est pratiquement l'inverse de cette pente. Parce que la pression, elle est selon l'axe des abscisses. D'accord? Donc, c'est-à-dire delta P sur delta V, c'est l'inverse de la pente de la partie linéaire de cette courbe entre P0 et PF. En se référant au volume moyen Vm, qui est exactement entre V0 et Vf, donc le volume moyen par rapport à l'origine, c'est Vc plus V0 plus Vf sur 2, on considère la valeur de Vm dans cette équation, et on détermine le module de cisaillement à partir de cette expression. C'est-à-dire Vm est bien connu, et on va prendre la variation de la pression, par exemple, entre Vm et A, pour laquelle nous allons avoir une variation, on va dire Tm moins Pa, et bien sûr avec la variation de volume correspondante. Sachant très bien que la relation entre E et G est la suivante, c'est-à-dire E égale 2G fois 1 plus nu. Donc, on utilise cette valeur Gm ici pour calculer Em, le module pressiométrique, avec bien sûr une recommandation. Pour les sols, souvent, il est conseillé de prendre nu égale 1 tiers. Et à partir de là, vous pouvez calculer le module pressiométrique. C'est-à-dire, finalement, de cette manière, nous avons dit comment on mesure la pression limite et comment on déduit le module pressiométrique qui vont nous servir, bien sûr, pour le calcul. Mais l'intérêt de cette méthode, c'est que l'essai est répété à plusieurs profondeurs.
C'est-à-dire, pour le cas que vous voyez ici, il s'agit d'un projet quelque part en Tunisie. Donc, nous allons avoir, soi-disant, les mesures de la pression limite nette, je vais préciser, et le module pressiométrique dont j'ai parlé. Et ce qu'on appelle la pression de fluage. Alors, dans les calculs, on parle de la pression limite nette. C'est exactement quoi? C'est tout simplement la différence entre PL et P0. C'est-à-dire, pour nous, le sol réagit par rapport à P0. C'est pour cela qu'on introduit PL étoile, la différence entre les deux. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir une idée sur le sol, sur une profondeur suffisante. Donc, à partir de là, nous allons bien sûr utiliser ces données-là pour calculer le tassement par la méthode pressiométrique. Donc, avant tout, il faut souligner que cette méthode est empirique ou semi-empirique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle utilise des équations, notamment les équations de l'élasticité qu'on a vues, par exemple, les formules de Lavey, et elle fait intervenir des coefficients, ce qu'on appelle empiriques, tirés de l'expérience, qu'on va voir. Mais essayons de préciser le principe de calcul qu'a proposé Ménard. Par exemple, si je prends une semelle circulaire de diamètre B ou une semelle rectangulaire de largeur B et de longueur L, le tassement du sol sous la semelle est la somme de deux termes. Bien sûr, on suppose que la semelle est supposée soumise à une charge uniforme répartie P. Donc, le premier terme de tassement correspond à celui de cette zone. Alors, cette zone, c'est quoi? Vous voyez, c'est un demi-cercle sous la semelle si elle est circulaire. Mais on peut dire c'est une demi-sphère dans le cas d'un cercle. Donc, il y a un terme de tassement S1, et dans cette zone-là, le sol se comporte beaucoup plus en termes de contrainte normale moyenne, c'est-à-dire ce qu'on appelle un tassement de consolidation vis-à-vis de l'effet de la contrainte normale moyenne, qui est plus marqué. Alors que dans la zone 2, c'est plutôt un tassement qui est dû au cisaillement du sol. D'accord? Précisons bien dans ce calcul qu'il va y avoir ce qu'on appelle l'encastrement de la semelle, c'est-à-dire la profondeur à laquelle la semelle repose sur le sol. D, c'est l'encastrement. Donc, le domaine 1 est dit domaine sphérique, le domaine 2 est dit déviatorique, et il faut calculer une composante relative au domaine sphérique et l'autre au domaine déviatorique, comme on va le voir, en premier lieu dans le cas d'un massif homogène. Alors, comme j'ai dit, la méthode elle est semi-empirique, donc vous n'allez pas savoir exactement d'où ces formules, comment ces formules ont été élaborées par Ménard, mais l'essentiel c'est de voir que pour le terme S1, il va y avoir EM, le module pressiométrique dans la région de cette demi-sphère, mais comme le sol homogène, le module il est le même dans la deuxième partie, et vous voyez ici dans cette expression, que ce soit S1 ou S2, les paramètres alpha, lambda 1 et lambda 2, sachant que B et P ont été bien précisés. Donc, EM, le module pressiométrique, pour lequel on fait correspondre à un coefficient de structure pour la couche en question. Et l'intérêt ici, c'est de pouvoir chercher le module E2 métrique à partir de EM et alpha. Une fois, vous connaissez alpha, et on va le dire juste après comment on le fait. Donc, P, c'est la contrainte appliquée par la semelle sur le sol. B0, c'est un diamètre de référence dans cette formule-là que vous voyez ici, égal à 60 cm. Lambda 1 et lambda 2 sont plutôt des coefficients relatifs à la géométrie de la semelle, des coefficients de forme. Donc, lorsque vous calculez le tassement de cette manière, qu'est-ce que recommande Ménard? Ce tassement, au fait, il correspond à un encastrement de la fondation D rapporté à B supérieur à 1. Donc, lorsque l'encastrement de la semelle dépasse la largeur de la fondation, donc vous pouvez dire que le tassement est bien égal à ça. Mais lorsque plutôt l'encastrement est inférieur à B, par exemple pour B sur 2, vous devez majorer le tassement de 10%. Pour les cas vraiment très peu courants dans la pratique, la semelle est sur la surface du sol, vous devez majorer le tassement de 20%. Mais qu'est-ce qu'il faut bien saisir pour cette méthode? Même si le sol est fin et saturé, il faut bien comprendre que le tassement que vous calculez n'est jamais un tassement de consolidation primaire. Parce que l'essai, lui, il est conduit, disons, un essai à court terme, il est rapide. Mais ça veut dire que finalement, ce tassement, c'est quoi? On peut dire que c'est une valeur qui est entre le tassement instantané, à court terme, et le tassement à long terme, mais on ne sait pas dans quelle mesure.
Donc, précisons un peu comment on détermine ces paramètres empiriques à partir de l'état de consolidation du sol, qu'on peut considérer de différentes manières. D'accord? L'historique, peut-être un essai œnométrique, etc. L'essentiel, c'est que vous devez connaître le type de sol, ou la catégorie argile, limon, sable, etc., sable et gravier. Et en fonction de l'état de consolidation, vous voyez ici surconsolidé, normalement consolidé, altéré, remanié ou sous-consolidé, et vous devez calculer le rapport EM sur PL. Bien sûr, pour la couche en plusieurs points. Ben, si je prends l'exemple pour une argile, si EM sur PL est supérieur à 16, le alpha va être égal à 1. Si on a plutôt une couche normalement consolidée, ou un sol normalement consolidé, donc le rapport est plutôt dans cette marge. Donc vous prenez alpha 2 tiers, etc. C'est-à-dire que finalement, ces valeurs de alpha, d'où elles sortent, comment elles sont proposées à partir de l'expérience, bien sûr, de l'essai pressiométrique sur plusieurs projets relatifs à plusieurs catégories de sols. Donc le coefficient rhéologique, il a aussi des valeurs un peu recommandées pour les sols en dehors de ce que vous voyez ici. Les tourbes, qu'on ne voit pas ici, c'est un sol organique, et les rochers, quel que soit leur état, simple, fracturé, préfracturé, vous avez les valeurs de alpha. Alors que plutôt pour les paramètres lambda 1 et lambda 2, ils sont beaucoup plus clairs dans la mesure où ils concernent un peu la géométrie. Donc en fonction du rapport longueur de la semelle sur la largeur, qui peut être réel 2 fois le rayon de la semelle, donc vous voyez que dans le cas par exemple d'une semelle circulaire ou d'une semelle carrée, ces paramètres vont plutôt être égaux à 1 pour le cas du cercle, 1,12, 1,1 pour le cas du carré, plus la longueur augmente, plus ces paramètres, bien sûr, vont augmenter. Donc voilà comment on détermine tous les paramètres qui interviennent pour le calcul du tassement. Bon, dans le cas de massif hétérogène, c'est-à-dire si le sol n'est plus homogène, pour la méthode pressiométrique, d'où vient la différence? La différence, plutôt, elle vient dans la partie 2, pour le tassement S2. Alors, comme le sol n'est plus homogène, il faut calculer un module, on va dire, déviatorique ED, qui est fonction de plusieurs modules correspondant à des zones découpées dans le massif qui vont jusqu'à 8 fois la largeur de la semelle. C'est-à-dire on atteint la profondeur 8 fois la largeur de la semelle. C'est la méthode qui, en quelque sorte, repose sur des recommandations introduites par Ménard, mais parmi ces recommandations, on comprend qu'il y a des choses peut-être qui ne sont pas tout à fait justifiées. Si nous avons une semelle de largeur B et de longueur infinie, on connaît très bien que le tassement ne se produira plus au-delà de 3,5 B. Alors aller à 8 B reste, on peut dire, un point d'interrogation. Donc maintenant, en termes pratiques, lorsque vous calculez les tassements, bien sûr, c'est pour les utiliser dans des projets. Donc il faut comprendre que le tassement d'une fondation ou d'un ouvrage, il peut être classé en deux types de tassement. Un tassement plutôt absolu ou uniforme, c'est-à-dire ce tassement il est constant sur la surface chargée, qu'il s'agisse d'une semelle ou même d'un grand radier. Ce tassement absolu, il peut être non préjudiciable, c'est-à-dire il ne pose pas de problème pour l'ouvrage lorsque l'ouvrage a une certaine raideur. Imaginons le cas d'un réservoir de stockage de liquide, donc la pression est quasi uniforme, et ce réservoir il est fondé sur un sol homogène. On imagine que le réservoir, s'il tasse d'une manière plus ou moins uniforme, ceci ne pose pas de problème, mais jusqu'à une certaine limite. Alors que le cas le plus important, qui pose des problèmes beaucoup plus pour les ouvrages, c'est ce qu'on appelle le tassement différentiel. Alors le tassement différentiel, ça veut dire quoi? Si je prends la différence des tassements en 2 points, ou en 2 appuis, ou 2 points de la surface chargée, il va y avoir une différence de tassement, c'est-à-dire le tassement n'est plus uniforme. Ce tassement différentiel, il peut être dû ou lié à 3 facteurs. Le chargement, le type d'appui et également le site sur lequel vous avez à construire votre ouvrage. Donc pour le chargement, c'est-à-dire si, par exemple, j'ai des contraintes relativement différentes d'un appui à un autre pour le cas d'un bâtiment à plusieurs appuis. Bien sûr, on suppose que le sol ici reste homogène. Ou la répartition n'est pas uniforme des charges sur le même appui. C'est-à-dire on peut avoir un appui relativement grand, c'est le cas d'un radier, mais donc les charges sont plutôt
on va dire 3-4 étages, mais plutôt 5-6 étages, ça peut exister. Ou des aires de surface chargées différemment d'un appui à un autre. Alors pour les appuis, c'est plutôt la géométrie, c'est-à-dire du point de vue dimension et profondeur. Donc ça veut dire que le type d'appui, en fonction de sa géométrie, peut bien sûr conduire à un tassement différentiel. Également la rigidité des appuis, c'est-à-dire quelle est l'épaisseur, quelle est la dimension de la semelle, etc. Ou si cette semelle, par exemple, peut reposer sur une couche de gros béton, d'après la pratique, par exemple, tunisienne. Alors, le plus important dans le tassement différentiel, c'est plutôt le site, l'effet de site. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer qu'on va calculer le tassement sur un sol dont les épaisseurs de couche varient d'un point à un autre, où le sol, il est bien défini en termes de conditions géotechniques, mais elle va avoir une variation du niveau de la nappe d'eau. Ou même, on peut par exemple s'attendre à des présences de cavités. Donc ceci, c'est le premier facteur relatif au site, c'est plutôt le sol, en termes de, on va dire, paramètres géotechniques, épaisseur de couche et constitution, mais il y a aussi la variation d'origine des propriétés du sol, c'est-à-dire le sol peut avoir des paramètres qui changent d'un endroit à un autre. Donc, le tassement différentiel, s'il est inadmissible, c'est-à-dire il peut mettre l'ouvrage, on va dire, en conditions d'exploitation pratiquement difficiles ou même impossibles. Donc, c'est-à-dire si un tassement différentiel se produit, on s'attend à ce qu'il y ait des désordres dans la structure, dislocation de maçonnerie ou fissures dans le béton armé, etc., ou rotation d'ensemble. Donc, nous allons parler d'un cas, on va dire, à la limite spectaculaire, dans le centre de la ville de Tunis, que nous allons montrer. Donc, ici, nous sommes dans la rue Saad Serloul, qui vous fait, on va dire, arriver du côté de la région de Barniwa et vous allez au centre de Tunis. Donc, c'est un bâtiment de 6 étages qui repose dans cette zone-là qui est essentiellement composée de vases de Tunis relativement très compressibles. Ce tassement, en principe, il a été construit dans les années 80, je ne sais pas exactement comment, mais à partir des années 90, ce tassement, bien sûr, ce bâtiment a commencé par tasser. Alors, petit à petit, ce bâtiment, il est devenu inexploitable. Donc, comme vous le voyez ici, c'est une photo, on va dire, récente. Sur cette photo, vous voyez très bien, en premier lieu, que ce bâtiment, par rapport à ces verticales que j'ai tracées ici, il y a déjà un angle entre la verticale et, on va dire, la façade de point de vue verticalité. Ici, parce qu'on est très loin, d'accord, mais lorsqu'on est très proche, on voit très bien l'angle d'inclinaison. Bon, ça, c'est la première constatation. Mais on va dire, par rapport au niveau de la chaussée, on voit les voitures ici stationnées. Donc, si on va dire ça, c'est horizontal, par rapport à ce niveau-là, vous voyez très bien que pour cette voiture-là, donc ça, c'est l'horizontal. On va dire c'est le même niveau. Mais lorsqu'on va un peu plus au-devant, vous voyez que l'horizontal, par rapport au niveau de la chaussée, on voit que le bâtiment, il est un peu enfoncé vers le bas. On peut voir ceci de manière très simple sur cette photo-là, par rapport au niveau du trottoir vers la façade du bâtiment. On voit très bien qu'il y a une dénivelée relativement de 20 à 30 cm facilement. Quand vous voyez ce bâtiment, les fenêtres sont relativement condamnées par des briques et il est depuis un bon bout de temps, il est inexploité ce bâtiment. Donc, ceci montre que ce phénomène s'appelle le hors-plan. C'est une inclinaison par rapport à la verticale. Bien que on n'a pas une idée sur le type de fondation, ça peut être un radier pour tout le bâtiment, ce qui est très grave. Ça veut dire que les tassements vont encore se produire parce que le sol il est très compressible, la base de Tunis, et de plus en plus ce bâtiment va s'enfoncer, mais malheureusement d'une manière un peu non uniforme, ce qui le rend inexploitable. Et ici, vous pouvez positionner ce bâtiment par rapport à un autre qui a l'air de tenir à la verticale, mais peut-être lui, il va être incliné un peu plus dans le temps. Donc, les tassements absolus différentiels doivent être admissibles. Dans certains cas, ils peuvent être absorbés sans inconvénient par la structure de l'ouvrage. Donc, si nous avons un ouvrage souple en termes de structure, c'est un ouvrage relativement isostatique grâce aux articulations.
Donc, on a un cas ici qui est cité dans certains livres, l'église Notre-Dame à Mexico. On dit qu'elle a subi un tassement différentiel de 1,5 m sans que les fissures graves se produisent. Graves, non pas de fissures. Si le bâtiment est plutôt rigide, mobilite en béton armé, l'exemple de bâtiments d'habitation au Brésil. Bon, ils sont sur une mince couche de sable, mais sur une couche d'argile molle de 70 mètres. Le tassement courant, il est de 0,8 à 1,5 m. Alors, on ne va pas dire par chance, mais il y a un cas très, très intéressant au centre de Tunis, dans la région de Lafayette. Donc, si vous pouvez aller, même grâce à Google, voir l'implantation, le lieu, l'office de la topographie du cartographie au centre de Tunis, ben, si vous visitez ce bâtiment, il va être un peu inhabituel, parce que lorsque vous entrez dans le bâtiment, vous prenez directement des escaliers pour aller vers le bas. Ce bâtiment, construit peut-être dans les années 70, il s'est enfoncé quasiment d'une manière uniforme, de sorte que le rez-de-chaussée est devenu, après 30 ans, je pense, un sous-sol. Et à ma connaissance, il est encore opérationnel. Donc, le tassement différentiel, pour conclure, son admissibilité est reliée un peu à la portée entre deux appuis voisins. Si j'ai deux appuis voisins distants de L, supposons 5 mètres, donc pour les structures en béton armé, vous ne devez pas dépasser une différence de tassement entre deux appuis voisins lorsque SD atteint pratiquement 1,5 cm. Si on fait bien 5 mètres x 3, 15 mètres, ça fait 15 000 mètres. D'accord? Donc vous avez plutôt 1500 mètres sur 1000, ça fait 1,5. C'est-à-dire que par rapport à la longueur, vous ne devez pas dépasser 1,5 cm entre deux appuis voisins. À ce moment-là, vous pouvez l'accepter. Donc on va terminer par l'application pratique de la consolidation. Donc en termes pratiques, si le tassement est important, qu'est-ce qu'on peut faire? En premier lieu, avant de construire l'ouvrage, je peux précharger le sol. Ça veut dire quoi? Pour le clarifier, je suppose que P0, c'est l'ouvrage réel que je vais construire. Et je sais très bien que son tassement au cours du temps nécessite beaucoup de temps, comme vous le voyez ici. Donc, je ne peux pas, bien sûr, exécuter ce bâtiment parce que le tassement il est relativement inadmissible lors de l'exploitation. Qu'est-ce qu'on fait? Si on peut, c'est pas toujours possible. Je peux précharger avec une charge, on va dire P1 supérieure à P0, et en termes pratiques, évidemment, elle va engendrer un tassement plus important pour un certain temps T, T1, qui est bien sûr bien inférieur au temps final du tassement. Donc, lorsque je peux attendre la période T1 sous P1, il va y avoir un tassement qui est égal à cette valeur. Mais cette valeur, je connais très bien, pratiquement, c'est la valeur pour le bâtiment réel que je vais construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'attends, je peux attendre T1 et provoquer ce tassement, on va dire SF pour la construction soumise ou qui va exercer P0. Donc, je vais gagner en termes de temps. C'est-à-dire, je décharge P1, j'enlève le préchargement et je construis mon bâtiment de sorte que pratiquement le sol ne va pas tasser ou le tassement qui va rester, le tassement résiduel va être admissible. Mais ceci n'est pas toujours très efficace parce que la période d'attente ne peut pas être quelques mois, mais il ne peut pas dépasser 6 mois pour les projets courants. Donc, je peux accélérer la consolidation, bien sûr, des argiles molles par ce qu'on appelle des drains verticaux, qu'on illustre par ce schéma-là, c'est-à-dire, si je prends un remblai que je vais construire sur la base de Tunis, par exemple, pour laquelle je considère qu'il y a un substratum imperméable à ce niveau-là, par exemple, son épaisseur est de 10 mètres. D'après la théorie de consolidation, la consolidation ne se fait que par écoulement vertical d'eau du bas vers le haut. C'est-à-dire la distance de drainage est de l'ordre de 10 mètres. Bien sûr, dans ce cas-là, je dois attendre beaucoup pour avoir le tassement de consolidation primaire. Vous comprenez très bien que la plateforme drainante, elle sert pour drainer l'eau qui vient du bas vers le haut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut, pour le même cas, imaginer qu'on va mettre des drains verticaux qui consistent en quoi? Faire un forage dans le sol, substituer le sol initial, c'est-à-dire l'argile molle, par du sable, et à ce moment-là, la présence de cette colonne de sable, qu'on appelle drain de sable, elle va pouvoir, bien sûr, participer au drainage de la couche de base, de l'argile molle, par écoulement horizontal. Bien sûr, on va mettre plusieurs drains verticaux. Le plus important à saisir,
c'est que ces drains verticaux vont être suivant un maillage, par exemple, d'une distance D1. Je suppose dans la pratique, si je prends 1,5 m, par exemple, et le diamètre du forage est de 0,3. Donc, lorsqu'il y a plusieurs drains verticaux, l'eau va plus aller verticalement, du moins ici. Elle va aller vers les drains. Mais elle va aller vers les drains avec une perméabilité horizontale qui est supérieure à la perméabilité verticale. Donc ça veut dire que la distance de drainage qui était pour ce cas-là de 10 mètres, elle serait pas plus que 1 mètre ici. 1,5 moins 0,3 sur 2, ça donne quelque chose inférieur à 1 mètre. Donc ça veut dire, si je réduis la distance de drainage de 10, par exemple, 10 devient 1, et la perméabilité, je vais la multiplier par 2, c'est-à-dire, on va dire 20 fois. Si j'attends ici, par exemple, 20 ans pour la consolider cette couche, ici, je n'ai qu'à attendre pratiquement une année. Et de cette manière, on comprend très bien qu'on peut accélérer le tassement de consolidation. Mais bien sûr, vous comprenez le rôle du remblai, c'est le préchargement du sol pour créer les surpressions et pour, bien sûr, engendrer l'écoulement. Donc, en termes de conclusion de ce chapitre 5, le tassement d'un sol correspond à une compressibilité de ce sol par réduction de vide. Dans le cas du sol fin saturé, on a vu qu'il y a un écoulement d'eau engendré par les suppressions interstitielles qui elles-mêmes viennent du chargement appliqué constamment. Ce phénomène est différé dans le temps, c'est ce qui correspond à la consolidation primaire, que l'on peut décrire, on a vu par la théorie de Terzaghi 1D. Le calcul du tassement à long terme n'est pas uniquement la fin en soi. Nous avons vu comment on détermine le temps de tassement. Le temps de tassement pour un degré de consolidation fixé, en temps fixé. Donc, pour un sol quelconque, il y a plusieurs méthodes de calcul de tassement. On peut calculer le tassement instantané, drainé à court terme. En termes pratiques, c'est la fin de l'application du chargement. Et on peut calculer un tassement final drainé à long terme. Alors que dans le cas particulier de la méthode pressiométrique, une méthode semi-empirique, plutôt on calcule un tassement intermédiaire, bien sûr pour les sols fins saturés, entre le tassement à court terme et long terme. Mais si le sol n'est pas saturé, on peut très bien comparer les tassements entre la méthode, par exemple, élastique linéaire et la méthode pressiométrique. En termes pratiques, les tassements calculés doivent être admissibles. S'ils sont inadmissibles, on doit penser à les réduire ou à les accélérer. C'est ce qui nous a parlé succinctement de ce qu'on appelle de la technique de préchargement et la technique des drains verticaux, bien qu'il y ait d'autres méthodes d'amélioration des sols qui permettent même de réduire le tassement en plus de son accélération. Ceci donne la fin à ce chapitre-là, donc merci de votre attention. J'ai mis ici mon email au cas où vous avez des questions à poser, elles seront les bienvenues. Au revoir.